Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h, dont voici les titres. Tony Blair s'engage aux côtés du président Macky Sall pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'ancien Premier ministre britannique et président de la Fondation Africa Governance Initiative parle d'une démarche pertinente portée par un homme qui a beaucoup d'ambition pour son pays. Sénégal-Namibie, plusieurs accords et l'ouverture prochaine d'une ambassade à Dakar. Résultat du séjour du président namibien à Dakar à l'occasion de la fête de l'indépendance. Défilé du 4 avril, nous ferons le tour de quelques régions du Sénégal. Civils et militaires ont marqué le pas pour célébrer 54 ans d'indépendance. Et puis, grand format évoque la lancinante question de la maîtrise de l'eau dans la commune rurale de Keur-Montmarsar. Une eau pour boire, mais aussi et surtout pour sécuriser la production agricole. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État a reçu cet après-midi Tony Blair, président de la fondation AGA, Africa Governance Initiative. C'est dans le cadre d'un échange d'expériences dans la conduite des politiques publiques. L'ancien Premier ministre britannique se réjouit de collaborer avec le président Macky Sall pour relever le défi de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous l'écoutons au micro de Omar Nying. Je travaille aux côtés de dirigeants du monde entier, notamment en Afrique. Et ce que nous avons trouvé, c'est que l'un des défis auxquels ces dirigeants sont le plus systématiquement confrontés, c'est celui de la mise en œuvre. Comment traduire des politiques qui semblent bons sur le papier en résultats concrets qui changent la vie des gens. C'est pour cela que je suis si enthousiaste d'avoir été invité à collaborer avec le président Macky Sall et le gouvernement sénégalais. Parce que le président Macky Sall a une vision forte pour l'avenir de son pays et il a défini un plan ambitieux et convaincant pour transformer l'économie sénégalaise et mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence. Le président Macky Sall et son gouvernement s'attaquent maintenant au difficile défi de la mise en œuvre de ce plan. Leur objectif, c'est de créer des mécanismes qui leur permettront d'obtenir des résultats dans la mise en œuvre de leurs priorités. Ça veut dire améliorer l'accès à l'électricité et au logement, développer le secteur agricole, tirer le meilleur bénéfice des ressources naturelles du pays et moderniser l'économie sénégalaise afin de créer les conditions d'une croissance juste et soutenue. À ce titre, la création d'un bureau opérationnel de suivi permettra d'aider le président Macky Sall et son gouvernement à s'assurer que l'ambition du plan Sénégal émergent devienne une réalité. Nous établissons des partenariats véritables avec les gouvernements. Nous ne venons pas avec nos priorités, mais nous soutenons les gouvernements pour mettre en œuvre les leurs. Et nous travaillons à leur côté avec une équipe sur le terrain au quotidien pour les aider à y parvenir. Je me réjouis profondément de construire un tel partenariat avec le président Macky Sall. Je dois vous dire que j'ai étudié le plan Sénégal émergent. C'est un plan excellent. C'est un plan de vision, d'ambition et de possibilités pour le pays. J'admire beaucoup le président. Je crois qu'il est un des dirigeants dans l'Afrique et du monde qui a une vraie ambition pour son peuple. Donc pour moi, c'est un grand privilège et honneur, comme je viens de dire, à travailler avec lui et avec son gouvernement.
Tony Blair, président de la fondation AGI, Premier ministre de Grande-Bretagne pendant 10 ans. Anthony Charles Linton Blair est un homme politique achevé, réformateur de la pensée travailliste britannique. Tony Blair a notamment enregistré des succès sur le plan des finances et de la vie socio-économique dans son pays. Aujourd'hui, il dirige sa société commerciale appelée Tony Blair Associates. Portrait avec Amadou Aramcham. Tony Blair, pour l'état civil, Anthony Charles Linton Blair, né le 6 mai 1953 à Édimbourg, Écosse, est un homme politique, membre du Parti travailliste, Premier ministre du Royaume-Uni de mai 1997 à juin 2007. D'un père avocat, Tony Blair étudia le droit au St. John's College à Oxford. Ayant obtenu son diplôme, il fut engagé en tant qu'avocat chez Derry Irvine, qui devint plus tard Lord Chancelier. C'est dans ce cabinet d'ailleurs qu'il rencontra sa future femme, Chérie Booth. Il vécut quelques années en France, ce qui lui donne une certaine aisance avec la langue française. C'est après avoir obtenu son diplôme d'avocat en 1975 que Blair débuta sa carrière politique en rejoignant le Parti travailliste Labour Party. Mais c'est seulement en 1983 qu'il réussit à gagner le siège de la circonscription de Sedgefield, près de Durham, la ville où il a grandi dans le nord-est de l'Angleterre. Il faisait alors partie du courant réformateur du parti. Après la mort subite de John Smith, le chef du Parti travailliste en 1994, Blair, grâce à l'accord conclu avec Gordon Brown, devint Premier ministre après la victoire de leur parti. En tant que Premier ministre, Tony Blair, dans le cadre de la politique intérieure, a posé des actes majeurs dont l'un des grands succès fut la signature le 10 avril 1998 de l'accord de Belfast, connu sous le nom de l'accord du Vendredi Saint, Good Friday Agreement. Durant sa période à la tête du Parti travailliste, puis comme chef du gouvernement, Tony Blair a réformé en profondeur l'idéologie et la pratique du travaillisme britannique, désormais surnommé le New Labour et largement converti au mérite de l'économie de marché. Le courant de pensée de Tony Blair, défini comme une troisième voie entre la gauche et la droite traditionnelle, est désigné du surnom de blairisme. Depuis qu'il a quitté ses fonctions politiques, il est devenu consultant et conférencier. Tony Blair, donc, qui accompagne le Sénégal pour relever le défi de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et puis, coup de projecteur sur le 4e sommet Afrique-Union européenne, les 2 et 3 avril dernier à Bruxelles. L'Afrique mise sur le renforcement des relations commerciales avec l'Union européenne. Le continent ne veut plus se contenter de l'aide publique, plaidoyer mené par le président Macky Sall en sa qualité de président du NEPAD. Radican. L'Union européenne et l'Afrique ont décidé de bâtir ensemble un futur commun. La relation entre les deux continents amorce donc une nouvelle phase dans un contexte caractérisé par la persistance des défis politiques, sécuritaires, économiques et environnementaux, auxquels les deux parties tentent d'apporter des réponses. L'Europe et l'Afrique sont donc disposées à redéfinir les axes thématiques afin de leur donner plus de poids politique et d'impact sur les populations des deux continents. Le thème retenu pour le 4e sommet, investir dans les populations, la prospérité et la paix, s'inscrit dans cette logique. Sur les 10 dernières années, nous avons mobilisé 1,2 milliard d'euros pour la African Peace Facility, la facilité africaine de paix. Je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que près de 800 millions d'euros seront mobilisables pour les 3 prochaines années. Car si nous soutenons le principe de solutions africaines pour les problèmes africains, nous restons solidaires quand il s'agit de faire face à ces problèmes. C'est à la fois une question de valeurs communes et d'intelligence stratégique. Dans le même esprit, l'Europe restera au premier rang des efforts multilatéraux pour fixer un agenda post-2015 global et ambitieux, fondé à la fois sur la lutte contre la pauvreté et la lutte pour la durabilité. À cet égard, l'intégration économique entre nos deux continents sera cruciale.
Les relations de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne est censée être basées sur les personnes et non seulement sur les institutions et les gouvernements. Il s'agira également d'investir dans la paix et la sécurité étant des conditions indispensables au développement et à la prospérité. Je vous remercie de vous unir autour du thème de l'investissement dans le capital humain pour la prospérité et la paix. Plus que jamais, les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent les frontières des pays, voire des continents. Nous avons enregistré de grands progrès et des résultats concrets obtenus grâce au partenariat de l'ONU avec l'Union européenne et l'Union africaine. Cela étant, celles et ceux qui demeurent dans le besoin ou sont laissés pour compter sont encore trop nombreux. Le président Macky Sall, président du comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique devant l'Auguste Assemblée, a souligné une fois de plus l'opportunité que représente le programme pour le développement de l'Afrique. Ce sommet va nous permettre de parler de partenariat et de relations entre l'Afrique et l'Europe. Et nous avons beaucoup de sujets, la sécurité, la coopération pour le développement, les accords commerciaux, les APE. Donc il y a assez de sujets sur lesquels je suis sûr que nous pourrons... La migration, par exemple? Oui, la migration fait partie des problèmes que nous devons évoquer avec l'Europe. Merci. Bonjour. Le Sénégal va d'ailleurs accueillir à Dakar un sommet de haut niveau sur les programmes de financement du NEPAD. Une rencontre qui devrait permettre de renforcer le processus de mobilisation des ressources nationales tout en renforçant l'adhésion des partenaires extérieurs, publics et privés. Pour soutenir le plan Sénégal émergent, l'Union européenne, à travers le 11e FED, va injecter 275 milliards dans le secteur de l'agriculture durable, l'eau et l'assainissement. L'UE va également s'investir dans le renforcement de la gouvernance démocratique, notamment la justice et la sécurité alimentaire. À Bruxelles, le président Macky Sall a reçu son homologue malgache. Le Madagascar veut s'inspirer du modèle sénégalais. Démocratie, stabilité, des atouts que n'a pas manqué de saluer le président de la République de Madagascar, que voici au micro de Radical. D'abord, dans un cadre très amical, les relations entre les deux pays. Monsieur le président du Sénégal m'a félicité de ma nomination à la tête de la République de Madagascar et nous avons fait part des possibilités de coopération. En tout cas, moi, je l'ai demandé, féliciter d'abord des expériences sénégalaises, notamment au niveau de la conférence des bailleurs. Ça, c'est un point fondamental. Je le demandais un partage d'expérience dans ce cadre-là, parce que Madagascar est un pays en reconstruction aujourd'hui et nous avons vraiment besoin de financer cette reconstruction. Et c'est à ce titre que je me suis tourné vers Monsieur le Président, parce que l'expérience sénégalaise récente est vraiment une très belle expérience. Et puis d'autres sujets aussi de coopération qu'on verra un peu plus tard. Invité d'honneur de la fête de l'indépendance, le chef de l'État namibien a quitté Dakar ce samedi matin. Le président namibien et son épouse ont été accompagnés à leur départ par le président Macky Sall et des membres du gouvernement. Plusieurs accords ont été signés entre le Sénégal et la Namibie. Ils seront mis en œuvre bientôt. Avec l'ouverture d'une ambassade à Dakar, courant 2014, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse conjointe ce matin, avant le départ du président namibien. D'une hospitalité encore exprimée, le président Macky Sall saisit l'occasion d'un dîner pour réaffirmer la joie du peuple sénégalais de recevoir le président namibien Hifikepunye Pohamba à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal. C'est qu'en effet, entre les deux peuples, il y a une solidarité historique rappelée ici par le président Sall. Le 26 août dernier, le Sénégal était l'invité d'honneur de la fête des héros de la Namibie, qui marque le début de la glorieuse lutte armée du peuple namibien pour sa libération. Vous m'avez accueilli
Monsieur le Président, avec FAST à Windhoek. Et vous avez tenu à célébrer l'événement à Omugulu Wombashi, dans le nord namibien, à Oshakati, sur le site même où les tout premiers combats ont eu lieu. Tout cela en hommage au soutien du Sénégal à votre lutte pour la liberté. Nous en gardons un excellent souvenir. En vous conviant au 54e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, nous avons voulu raffermir cette solidarité historique qui unit nos deux peuples. Le président Pohamba s'est dit très honoré et heureux de l'accueil que lui a réservé le peuple sénégalais. Aussi a-t-il exprimé la reconnaissance de la Namibie à un pays dont le soutien a été décisif dans la lutte de libération. Your Excellency, Votre Excellence, la République du Sénégal et ses peuples ont été des partenaires constants du peuple namibien durant la lutte de libération nationale. Durant beaucoup d'occasions, pendant les années 70 et 80, le président de la SWAPO, le président fondateur, le docteur Sam Nujoma, a fréquemment visité Dakar pour briefer le gouvernement du Sénégal et coordonner des stratégies pour mobiliser une communauté internationale afin de supporter la Namibie contre la lutte de l'apartheid. Et le président de la SWAPO, le docteur Sam Nujoma et moi-même, et beaucoup de hauts fonctionnaires de la Namibie ont eu le bénéfice d'utiliser des passeports diplomatiques afin de mobiliser une communauté internationale. La coopération entre la Namibie et le Sénégal trouve ainsi une raison de se renforcer. C'est pourquoi les deux chefs d'État ont décidé de poursuivre un combat commun pour relever cette fois le défi du développement. De part et d'autre, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience qu'il faut réussir l'intégration africaine et libérer nos peuples du besoin et de la dépendance économique. Ensemble, nous avons lutté hier. Ensemble, nous luttons aujourd'hui. Et ensemble, nous réussirons. through our general agreement on bilateral cooperation. Dans le cadre de notre coopération générale, beaucoup d'accords ont été signés dans des domaines spécifiques l'année dernière, durant votre visite. Et maintenant, nous devons tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en œuvre de ces accords au bénéfice mutuel. Et c'est dans ce contexte que la Namibie a décidé d'établir une mission diplomatique à Dakar, une résidence d'ambassade à Dakar. Le président Macky Sall a rendu un hommage appuyé à son hôte qui est selon lui un combattant de la liberté. Au nom des peuples namibiens et sénégalais, les deux chefs d'État ont invité l'assistance à porter un toast pour une coopération encore plus dynamique. C'était donc là les temps forts du dîner offert en l'honneur du président namibien, hôte du Sénégal. Plusieurs accords ont été signés entre le Sénégal et la Namibie, des accords qui seront mis en œuvre bientôt avec l'ouverture d'une ambassade de Namibie à Dakar. Courant 2014, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse conjointe ce matin avant le départ du président namibien, Oumar Ning, que nous retrouvons. Voici deux présidents satisfaits de voir une amitié historique se renforcer. Devant la presse, le président Macky Sall livre les retombées de cette visite du président namibien Hifikepunye Pohamba. Avec les accords déjà signés entre nos deux pays, nous avons identifié certains domaines de partenariat possibles. Et parmi ces domaines, on peut retenir la santé, le tourisme,
l'environnement, la biodiversité et l'environnement, mais également le transport maritime et le développement des activités portuaires, les mines, ainsi que l'échange d'expériences dans différents domaines. Nous allons avancer sur chacun de ces secteurs dans le cadre de la commission mixte instituée de coopération et aussi dans le cadre des consultations diplomatiques que nous avons déjà établies. Preuve d'une coopération dynamique, les accords signés seront très vite mis en œuvre avec l'ouverture imminente d'une représentation diplomatique de la Namibie à Dakar. Le Sénégal va dans le même sens prendre des mesures de réciprocité. Nous avions décidé qu'il nous fallait avoir une représentation en Afrique de l'Ouest avec résidence à Dakar. Nous avons déjà établi des relations diplomatiques, mais notre représentation physique n'était pas assurée au Sénégal. Je voudrais ici et maintenant devant vous confirmer à nos frères et sœurs du Sénégal qu'avant la fin de cette année, nous aurons mis en place un ambassadeur namibien avec résidence à Dakar. La décision très historique du président d'installer une ambassade ici même à Dakar montre qu'il y a un coup d'accélérateur, puisque avant sa visite, nous avions tous les deux nommé des ambassadeurs qui n'étaient pas résidents. Eh bien, vu sa décision, je suis en train de prendre également des mesures de réciprocité pour installer également à Windhoek une ambassade du Sénégal. Cela devra permettre de donner un élan très très fort à cette coopération que nous voulons exceptionnelle. La coopération va ainsi recevoir un coup d'accélérateur. Elle est même très avancée. Dans le domaine de la santé, par exemple, des résultats seront visibles très bientôt. Notre ministère de la Santé enverra des experts et c'est le ministre lui-même qui dirigera cette délégation qui viendra sous peu pour discuter de la mise en œuvre du programme de coopération en matière de santé. Nous étions déjà parvenus à un accord sur ce point lorsque le président Macky Sall est venu nous rendre visite en Namibie. C'est donc un partenariat qui a pris son envol au nom d'une solidarité historique. La quintessence est dans ce communiqué conjoint signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Sa lecture par le ministre Mankeur Ndiaye en dit long. Dans des domaines aussi divers que variés, les deux pays avancent à grands pas. Retour sur le 4 avril. Ce soir, nous vous proposons les temps forts du défilé marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Sénégal dans les régions. Première étape, Diourbel. Grande a été la mobilisation des populations pour partager avec les militaires un moment fort de communion sur l'avenue Alpha Thiongane. Philomène Constance Diagne. Toutes les forces vives du Baol ont été représentées à ces célébrations du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Un défilé ouvert par les civils. Par groupe, ils ont représenté leur secteur d'activité, de l'éducation à l'économie en passant par la culture, entre autres, accompagnés par la fanfare des forces armées. C'est un honneur pour le Sénégal en général et pour Diourbel en particulier. Parce que vraiment l'organisation a été vraiment réussie quand même. Et puis c'était un défilé vraiment émotionnel, surtout avec les anciens combattants qui ont vraiment marqué cette indépendance-là. C'est un jour de fierté nationale, d'expression de la souveraineté nationale et surtout d'expression de la grandeur du génie du Sénégalais. Et ce qu'on a vu aujourd'hui prouve que toutes les conditions, en tout cas d'émergence, sont réunies. Le peuple, dans son intégralité, aujourd'hui les artisans, les artistes, les hommes d'affaires, les chauffeurs de taxi, les Sénégalais n'attendent qu'un catalyseur, qu'un dirigeant conscient des enjeux du moment pour les
pousser vers les rampes de l'émergence. Pour moi, c'était une fierté de suivre un peu cette directive de son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui a demandé à toutes les régions d'organiser aussi le défilé pour que cette année, le défilé du 4 avril soit une grande fête. Je pense que Diourbel a réussi ça et vraiment je félicite monsieur le gouverneur et toute son équipe pour l'organisation. Je félicite aussi tous les ressortissants diourbellois qui se sont mobilisés comme un seul homme et qui sont tous venus participer à cette excellente fête de l'indépendance. Ce passage civil a été clôturé par la traditionnelle danse des majorettes de la Croix-Rouge de Diourbel. Une note gaie suivie avec satisfaction et fierté par les autorités de la région. Ces dernières ont réitéré l'invite à la citoyenneté et au civisme pour un Sénégal émergent. Le civisme aujourd'hui doit être incarné pour tout le monde et lui le premier a incité les citoyens à le suivre dans ce sens puisqu'on incarne la rupture dans cette nouvelle République et je pense que tout le monde doit s'y mettre pour construire notre nation. Insister sur l'émergence, la citoyenneté. Je crois que le président de la République doit demander qu'on fasse tous les lundis, le premier lundi du mois, donc une cérémonie de levée des couleurs. C'est pour inviter les gens à la citoyenneté, mais surtout pour inviter les gens à changer de comportement. Et je crois que cela est important, mais surtout d'assurer le développement et l'émergence du pays. Et je crois que cela, tout le monde doit y contribuer. Après le défilé motorisé, place aux hommes militaires et paramilitaires. Bottes bien cirées, tenues et galons bien portés, ils ont clôturé la fête. Privés pendant 2 années de cette célébration, les nostalgiques ont été bien servis. Matam a aussi vécu au rythme du défilé du 4 avril. Les populations sont sorties massivement pour célébrer le 54e anniversaire de notre indépendance. Ici, le gouverneur procède à la revue des troupes. Un défilé préparé avec minutie. Pour une première à Matam, on assiste à un défilé motorisé. D'abord les sapeurs-pompiers, ensuite l'escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Cela montre que la région de Matam est en train de monter en puissance en termes de sécurité. Nous avons les sapeurs qui sont là. Nous avons également les nous avons voulu marquer la présence de ce escadron d'intervention et de surveillance qui est vraiment un pion important dans la sécurité. Donc nous avons voulu marquer ce défilé par la présence de cet important dispositif de sécurité. Le défilé militaire a aussi retenu l'attention des populations qui ont rejoint dès les premières heures ce boulevard de l'indépendance à Matam. Le 54e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté est un moment de retrouvailles entre toutes les forces vives de la nation. Nous avons engagé différents détachements de l'armée, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du service d'hygiène, la maison d'arrêt et de correction, et la tenue a été impeccable. Vous avez vu également que le défilé civil a été également tout aussi beau. Tout ce que nous avons comme association de jeunes, d'écoles, tout ce que vous voulez, on l'a. Jusqu'à un défilé de chevaux, donc c'était absolument magnifique. Autre temps fort de ce défilé, l'arrivée des professionnels d'arts martiaux. Ils ont fait étalage de leur savoir-faire devant un public heureux de communier avec l'armée. Kaffrine, à présent dans la capitale du Ndoukoumane, l'économie et la culture ont été au centre des festivités. Mamadou Sambamba. Kaffrine, l'une des dernières nées des régions du Sénégal. Ici, la fête nationale a mobilisé. La place de l'indépendance et les allées qui la juxtaposent ont fait le plein depuis les premières heures de ce 4 avril 2014. Le pas cadencé, l'allure joviale, balancement de bras, des dizaines d'écoliers de la commune ont exécuté avec minutie les gestes répétés ces derniers jours, signant ainsi, et comme vous le voyez, l'une des plus belles parades de ce 4 avril à Kaffrine. La palme est décernée aux majorettes de Notre-Dame de Lourdes.
Le mouvement associatif conduit par la Croix-Rouge, les adeptes des arts martiaux et les professionnels de l'éducation surveillés, aucun segment des forces vives de Kaffrine n'a manqué à l'appel. Et l'attraction ce matin, comme vous le constatez, c'est le DIRFEL, Directoire des femmes en élevage, qui a donné au défilé son empreinte pastorale. Le pastoralisme, qui est un aspect non négligeable de notre système d'élevage, qu'il ne faut pas laisser de côté. Moi, j'ai horreur, peut-être que je vais faire une petite divagation, j'ai horreur des plaquages. On veut nous imposer des modèles d'élevage importés, plaqués et qui ne tiennent compte d'aucune de nos réalités. Le Ndoukoumane est très culturel, c'est de notoriété publique. C'est pourquoi Kaffrine n'a pas dérogé à la règle. La culture était bien au rendez-vous. Le président a amorcé des changements qualitatifs, des réformes majeures qui vont structurer et influencer le destin de notre pays pour les années à venir. Il a invité les Sénégalais à faire de la fête de l'indépendance cette année une grande fête, une grande occasion de mobilisation, de communion, de célébration de nos valeurs. La fête nationale est avant tout la fête des forces de défense et de sécurité. Nos djambars étaient bien à Kaffrine. Les anciens combattants dont le sang et la sueur ont fait de nous ce que nous sommes, le génie militaire porteur du drapeau, l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack, la brigade d'incendie et de secours et la rutulante École des sous-officiers de gendarmerie de Fatick, consacrée lauréate du premier prix du défilé militaire ici à Kaffrine. Un peu auparavant, passaient devant les autorités les éléments de la sécurité de proximité. L'anniversaire de notre indépendance est un moment de fierté, un moment de bonheur pour tout le peuple sénégalais. Pour tout le peuple sénégalais, particulièrement pour son armée nationale et pour sa jeunesse, qui sont les chevilles ouvrières de notre système de développement économique et social. Le soleil était au zénith quand le défilé prenait fin ici à Kaffrine, à la place de l'Indépendance. Les autorités et leurs partenaires se sont ensuite retrouvés à la salle polyvalente pour tirer les premières conclusions de la matinée et se féliciter de la bonne tenue du défilé. Nous poursuivons notre tour dans les régions à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal, 54 ans après donc Diourbel, Matam et Kaffrine. Voici à Kolda, grande parade à l'avenue Pata, un défilé civilo-militaire a tenu en haleine les populations du Fouladou, sont toutes très nostalgiques de ce genre d'événement à Wandiaï. Le drapeau du 6e bataillon d'infanterie a ouvert le défilé sur le boulevard Pata de Kolda. La revue des troupes est assurée par le commandant de la zone militaire numéro 6, le colonel Jean-Luc Diène, accompagné du lieutenant-colonel David Diawara, chef de corps, commandant des troupes. Les forces armées sénégalaises ont vu le jour au lendemain des indépendances. La zone militaire numéro 6 a été créée en 1997. Elle compte 2 régions, Kolda et Sédhiou. Elle est limitée au nord par la Gambie, à l'est par la zone militaire numéro 4 de Tambacounda, à l'ouest par la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor et au sud par les 2 Guinées, Bissau et Conakry. Les populations de la capitale du Fouladou se sont mobilisées pour le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un défilé qui s'est très bien passé et, comme l'a dit l'animateur, on a senti que les élèves ont effectivement suivi les conseils du colonel Diawara, qui a eu à préparer, à suivre ce défilé. Les populations sont sorties, toute la population de Kolda. Les jeunes ont été présents
Et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des participants. Plusieurs distinctions ont été remises. Il s'agit de l'Ordre national du Lion, la médaille militaire et la médaille militaire des blessés en opération. Pour le défilé, plus de 1100 éléments y ont participé à pied. Les établissements scolaires ont ouvert le défilé des civils. Forces de défense et de sécurité, développement économique et social, c'est le thème retenu. Le 4 avril 2014 à Kolda, un moment de communion entre toutes les composantes de la nation. C'est aussi une fête de la jeunesse et des forces de défense et de sécurité. Le Sénégal, dans sa diversité, a donc célébré son indépendance. Et s'il y a une région où le défilé a connu un cachet très populaire, c'est bien Saint-Louis, défilé de haute facture. Dans la capitale du Nord, la ville a replongé dans les premières années de notre indépendance. Ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis est resté dans la solennité de l'événement. Pape Bounatiawa. À Saint-Louis, c'est la place Faidherbe qui a abrité le défilé marquant le 54e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Les majorés de l'école Notre-Dame de Lourdes et du lycée Ahmed Fall ont ouvert le bal. Ensuite, les différentes écoles de la ville se sont succédées devant la tribune officielle. Les associations de jeunes, les sportifs, mais aussi et surtout les anciens combattants ont ébloui l'assistance. Et puis, place au défilé militaire et paramilitaire. Et les différents détachements de la zone militaire numéro 2 ont marqué le pas. Un défilé élégant sous les vivats d'un public conquis, visiblement fier de ses hommes de tenue. Le défilé s'est très bien passé. C'était la fête des armées, c'était la fête de la jeunesse, c'était la fête de tout le monde. Toute la population de Saint-Louis s'est retrouvée ici à la place Faidherbe et on a communié ensemble pour que la fête soit très belle. Félicitations à toute la région, la jeunesse sénégalaise et la jeunesse de la région de Saint-Louis en particulier. Leur comportement, le contenu de ce défilé colle bien avec le thème, notamment force de défense et de sécurité et développement économique et social. C'est un thème que Monsieur le Président de la République a bien voulu donc nous inviter à mettre en contenu. Pour rendre la fête encore plus belle, la vieille cité a sorti ses signards. Autre attraction, le défilé motorisé impressionnant. À Saint-Louis, jamais la célébration de la fête de l'indépendance avait pris une telle allure. 4 avril 2014, en bémol à Kédougou, une prise d'armes et un défilé militaire ont marqué l'événement. Mais les civils n'ont pas défilé, les populations en voulaient un peu plus. Tcharodien. C'est par une prise d'armes suivie d'un défilé que la 54e édition de l'accession à l'indépendance du Sénégal a été commémorée à Kédougou. Pour la première partie, un défilé motorisé avec le passage des véhicules de la 11e compagnie des fusiliers voltigeurs, les voitures de la 62e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers, les véhicules de la maison d'arrêt et de correction, un camion des eaux et forêts, entre autres. Il y a un détachement des gémis, des gardes forestiers, la MAC, les pénitenciers. On s'est contenté d'organiser une prise d'armes suite d'une décision du gouverneur. La cause, c'est ce qui venait tout juste d'arriver. Après une phase de transition marquée par le défilé des anciens combattants venant des différents départements de la région, la deuxième vague effectue son passage, cette fois-ci un défilé à pied, dans les rangs les différentes formations de la place d'armes de Kédougou. Le gouverneur a salué l'effort des uns et des autres. Je voudrais également féliciter, mais aussi remercier tous ceux qui ont apporté leur concours pour la réussite de cette manifestation. Toutes les bonnes volontés ont apporté leur appui, surtout pour la prise en charge financière. Je voudrais remercier également toutes les populations de la région de Kédougou. Les populations venues en masse ont apprécié l'événement à sa juste valeur. J'ai bien apprécié ce défilé. Ce qui m'a plus marqué, c'est la présence des femmes dans les rangs. Il n'y a pas de défilé de civils, il y a ni de mazarette. C'est ça seulement.
mais c'était bien passé. Le défilé grand format va revenir l'année prochaine avec la participation des majorettes et autres civils. Un engagement pris par le gouverneur de la région. Rendez-vous est pris, Tchorodien. C'était donc là le tour des régions du Sénégal où on a célébré le 4 avril en défilant. En marge de son séjour à Kaolack, le Premier ministre a visité la Chambre de commerce de Kaolack, une occasion pour lui de découvrir les différentes activités de l'institution, promotion du consommé local ou formation des femmes par exemple. René Massiga Diouf. Le ministre s'est intéressé aux différentes activités qui ont cours à la Chambre de commerce de Kaolack. Il a pour se faire visiter pratiquement tous les lieux qui les abritent. La promotion du consommé local est très en vue à travers quelques expositions. Ce domaine est important avec des initiatives particulières qui donnent de la valeur aux produits locaux. Il a pu échanger avec quelques acteurs sur des problématiques relatives à la qualité, les ressources entre autres. Dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises aussi, le rôle de la Chambre de commerce est visible. C'est le travail de ce volontaire du corps de la paix américain rencontré par le Premier ministre, tout comme dans le domaine agricole avec la mise à disposition de matériel. Le chef du gouvernement a aussi rencontré des groupements de femmes qui viennent pour des besoins de formation de leurs membres, un programme exécuté dans le cadre d'un partenariat. Les femmes se réjouissent ainsi des connaissances acquises et ont dit toute leur satisfaction d'avoir appris des choses qui leur permettront à l'avenir de faire convenablement leur travail. Les ministères de la fonction publique de la communication s'engagent pour une meilleure gouvernance à travers le numérique. Le protocole qu'ils viennent de signer entre dans le cadre du renouveau de la fonction publique. Anne Mandione. En paraphant conjointement ce document, les deux institutions s'engagent à moderniser le service public et l'administration générale à travers le numérique. Pour une meilleure gestion des affaires de l'État et une gouvernance innovante et efficace, ce protocole intervient au moment où les autorités s'activent à assainir le dispositif humain de la fonction publique pour une maîtrise plus nette des effectifs. Des performances à mettre au crédit de l'autorité de tutelle. Je voudrais aujourd'hui profiter de l'occasion pour vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour les résultats obtenus. Dans cette dynamique, vous nous confortez, Monsieur le ministre, encore dans notre engagement et dans votre engagement sous la direction du président de la République de faire de la fonction publique un levier important de notre politique de développement économique et social. En ce qui nous concerne, nous, ministère de la Communication et de l'économie numérique, la nécessité de vous accompagner réside dans le fait que, quelle que soit la valeur de l'effort de consultation et de coordination des bailleurs de fonds, il est évident qu'elle ne peut pas remplacer une initiative gouvernementale qui reflète mieux que tout la volonté politique de notre État. Et grâce à cette volonté politique, justement, cette mutualisation des ressources avec l'apport des technologies du numérique va permettre au ministère de la fonction publique d'engager une série d'actions phares pour garantir davantage l'action publique. Le développement et la maintenance d'infrastructures numériques performantes, sécurisées et stables, le renforcement des capacités des ressources humaines et l'opérationnalisation des services basés sur le numérique. L'élaboration et la mise en œuvre de son plan de communication en s'appuyant sur les médias du service public. La mise en place d'un système d'information sur le marché du travail, notamment dans le traitement des données statistiques et une base de données concernant les entreprises assujetties au Code du travail. Entre autres initiatives en vue, ce programme devrait à terme modifier fondamentalement le visage de la fonction publique sénégalaise. Aussi, cela va promouvoir un rapprochement entre les usagers et le service public, surtout dans cet élan de dématérialisation, c'est-à-dire une garantie des services administratifs à travers le numérique. Le ministre de la Femme à Diourbel, Anta Sarr, présidé le lancement officiel des projets financés dans le cadre du programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM. Kodoussen nous en parle. C'est avec des pas de danse que les femmes de Diourbel ont accueilli la délégation du ministre de la Femme. La cérémonie marque le lancement officiel des premiers financements du programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM. En effet, ce premier lot de financement concerne directement 1128 femmes d'un montant global de 116 millions
355 776 francs CFA pour votre région dans des filières portant sur les transformations des produits céréaliers, arachidiers, des fruits et légumes, le maraîchage, la coiffure, la couture et la teinture. Plus de 1000 femmes ont bénéficié d'un renforcement de capacité en alphabétisation et en gestion dans différentes filières. Elles ont aussi reçu des lots d'équipements pour leur permettre de mettre en place leur micro-entreprise. Je reste donc persuadée qu'avec toutes ces actions, nous réussirons à promouvoir le développement de tous ces villages, ainsi contribuer à l'émergence de notre pays, tant cher à son Excellence, M. Macky Sall. Après cette première étape de la région de Diourbel, la délégation du ministre de la Femme va se rendre dans la région de Kaffrine. Diourbel et Kaffrine sont les deux régions d'intervention du PALAM. L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal y presse un nouveau directeur général. Mamadou Sy Mbengue remplace à la tête de l'institution Alassane Robert Diallo, cérémonie de passation de service présidée par Mamadou Racine Sy, PCA de l'institution. Aïssatou Diop Tall. Après 7 ans de service, Alassane Robert Diallo passe le témoin à son successeur. Le directeur général sortant de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal a félicité le nouveau directeur général ainsi que l'ensemble du personnel. Il a par ailleurs fait le bilan de son mandat qu'il juge satisfaisant. Entre 2007, donc date à laquelle l'année à laquelle j'ai pris, n'est-ce pas, donc la décision de cette maison, jusqu'en 2013. Les pensions ont été augmentées avec l'appui du Conseil à hauteur de 38%, compte non tenu des 50% déjà, qui avaient fait l'objet de rattrapage, n'est-ce pas, donc suite à la demande de la tutelle. Mamadou Sy Mbengue a été choisi parmi 58 postulants pour le poste de directeur général de l'IPRES. Il promet d'être à la hauteur et relever les multiples défis qui l'attendent à la tête de l'institution. Je me mettrai entièrement au service de l'IPRES, avec en bandoulière toute ma volonté, mes compétences, mon expérience et au besoin, je ferai recours au talent. Si mes prédécesseurs ont su tenir haut le flambeau, mon ambition est de le hisser encore et encore plus haut, jusqu'au cime de la notoriété grâce aux bonnes performances et à la gouvernance vertueuse. Le président du conseil d'administration a souhaité la bienvenue au nouveau directeur général et rendu hommage aux sortants. Toutefois, il a invité Mamadou Sy Mbengue à s'ouvrir aux agents de l'IPRES pour une bonne réussite de l'entreprise. Ta réussite sera celle de l'institution, sera celle aussi des travailleurs qui sont là. Et je les connais. Les travailleurs de l'IPRES sont des cadres de valeur. Lors de cette cérémonie de passation de service, le nouveau directeur général de l'IPRES a promis de rénover certaines agences qui se trouvent dans les régions. Une parfaite collaboration avec la Caisse de sécurité sociale est également en vue. Dans le même temps, la Caisse de sécurité sociale entend construire 600 logements pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration de la Caisse, Mamadou Racine Sy, au micro de Aïssatou Diop Tall. Les institutions doivent jouer un rôle moteur du point de vue, n'est-ce pas, de leur mission de régulation au plan social. Et nous avons ciblé de ce point de vue-là les étudiants. Parce que je vous ai dit que quand vous venez de l'intérieur du pays, chacun a vécu ça. N'est-ce pas? Vous pouvez même venir de Saint-Louis, vous pouvez venir de Podor, vous pouvez venir de Matam, de Ziguinchor, de Tambacounda, de partout au Sénégal, du Saloum, de partout. Vous venez ici à Dakar, vous n'avez personne pour vous loger. Vous êtes dans des conditions précaires et difficiles et ça ne facilite pas l'accès à l'enseignement. Ça ne facilite pas effectivement la réussite, n'est-ce pas, d'élèves souvent brillants, mais qui sont obligés d'abandonner les études, n'est-ce pas, tellement ils sont découragés et tellement ils sont dans une précarité. C'est de ce point de vue-là que nous avons estimé que nous avions aussi un rôle à jouer dans le cadre de notre mission de service public. C'est pour ça que le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale a décidé l'acquisition d'un terrain en face de l'université, ce qui a été déjà fait. Et sur ce terrain-là seront édifiées plusieurs résidences universitaires. Plus de 600 logements sont prévus pour les mettre à la disposition des étudiants, n'est-ce pas, à Dakar. Sur l'international coup de tonnerre, le président du FC Barcelone évoque un complot contre son club. Réaction suite à la décision de la FIFA
d'interdire tout recrutement des Catalans d'ici la fin de la saison 2014-2015. L'instance mondiale du football a condamné le FC Barcelone pour recrutement de joueurs mineurs. Nous sommes indignés. Interdit de recrutement jusqu'à la fin de la saison 2014-2015 pour avoir enfreint le règlement de la FIFA sur le transfert des joueurs mineurs, le président du FC Barcelone ne mâche pas ses mots. Nous sommes victimes d'une grave injustice. Avec cette sanction, la FIFA punit un modèle qui existe depuis 35 ans et qui est l'essence même du club. Il suffit de penser à Messi, Iniesta et Xavi. Les 3 meilleurs joueurs du monde en 2010 ont été formés ici, à la Masia. Ce centre fait la fierté du Barça. Il propose éducation et soins de santé aux jeunes joueurs. Le club y accueille aussi des mineurs étrangers, une pratique interdite par la FIFA à une exception, la présence des parents dans le pays du club pour des raisons étrangères au football. Le club aurait contourné cette règle. Déjà mis en examen pour fraude fiscale dans l'affaire du transfert d'un Brésilien, il dénonce un complot. Nous avons certains documents qui prouvent qu'une ou plusieurs personnes sont impliquées dans une campagne contre le Barça. Nous ne savons pas encore qui exactement, mais nous avons des preuves et nous enquêtons. Devant le Camp Nou, le stade historique du FC Barcelone, les supporters défendent leur club. Pourquoi une institution aussi grande que le FC Barcelone aurait besoin de se salir les mains pour des jeunes joueurs? Leur seul intérêt, c'est le football. Cela me semble un peu injuste. C'est purement politique. Est-ce que c'est parce que le FC Barcelone est un grand club? Peut-être bien. L'image d'Épinal du club catalan se fissure un peu plus. Mais il n'est pas le seul. Rien qu'en Catalogne, 15 000 joueurs mineurs seraient en situation irrégulière. Condamné à 500 000 $ d'amende, le FC Barcelone va porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. À Dakar, les conseils africains des 4 grandes filiales de la SGBS se sont donné rendez-vous dans notre capitale. Responsables ghanéens, ivoiriens, camerounais et sénégalais du groupe bancaire affichent leurs ambitions pour le développement du continent. Lamine Touré. En Afrique subsaharienne, le groupe bancaire La Société Générale se distingue particulièrement, avec des parts de marché allant jusqu'à 20% en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Sénégal. La zone ouest africaine constitue un maillon essentiel dans la politique de développement de la SG. Les conseils africains de l'entreprise dans cet espace à fort potentiel bancaire visent à asseoir davantage une synergie d'action entre les acteurs du même groupe. C'est l'occasion pour nous de rencontrer un certain nombre d'entreprises et d'investisseurs sénégalais et pour leur démontrer tout l'intérêt que le groupe Société Générale porte depuis très longtemps au continent africain et la capacité qui est la nôtre de les accompagner. Au titre de ces interventions quotidiennes dans le développement des pays africains, plusieurs projets financés, et cela dans tous les secteurs porteurs de croissance. C'est le cas avec le Sénégal. Au 31 décembre 2013, l'encours total de crédit fait à nos clients était de 540 milliards de francs CFA. La GBS intervient dans le financement des secteurs dans différents domaines de l'activité économique, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du commerce, du tourisme, d'industrie bien entendu, se conférant ainsi le statut de